Bonjour à tous et bienvenue pour ce 16e Expert Insight d'Avisio. On commence avec une petite minute de retard. Je suis ravie d'accueillir Alban, Katharina et Xavier aujourd'hui. Je vous propose pour nous donner, avant qu'on se présente, un peu plus de contexte, de préciser dans l'onglet chat la boîte dans laquelle vous travaillez et ou votre poste. Comme ça nous donne on pourra encore plus customiser cet événement. Bonjour à tous. Hello. Bonjour. Alors, ça démarre. Trop bien. Il y a Talentayo, Keiko, de l'équipe Avisio. Saïm. Bonjour Saïm. Ouais, vous retrouvez Kiriba. Je pense que vous allez connaître une partie. Better Up. Oula, ça commence à s'activer. C'est même difficile. Trop bien. Continuez d'écrire l'entreprise de laquelle vous êtes. Et je vous propose de vous présenter en 1 minute Avisio avant qu'on puisse se présenter chacun. Et Avisio, c'est un réseau de 600 top managers qui a pour objectif d'accompagner les startups et l'ensemble de l'écosystème digital avec plus d'expertise et plus d'objectivité. Et aujourd'hui, dans le réseau, on a à la fois des RH, des CFO, des CMO, etc. Aujourd'hui, j'ai 3 DRH du réseau. Alban, côté critiseur, Katharina, côté conducteur et Xavier, côté critiseur. Je vous laisse peut-être vous présenter chacun en une phrase. Yes. Alors, moi, c'est pas critiseur, c'est back market. Non, mais t'inquiète. Du coup, Alban, moi, je suis Chief People Officer chez Back Market. J'y suis depuis septembre 2019. Et quand je suis arrivée, il y avait 3 personnes en RH chez BM et aujourd'hui, on est plus de 40. Et avant ça, j'ai travaillé 4 ans chez Criteo et j'étais DRH côté tech. Et avant ça, j'ai travaillé chez Ulink, qui est un éditeur de logiciels spécialisé sur la finance de marché, donc très niche. Et donc, j'ai fait plusieurs étapes de croissance. Chez Ulink, j'étais rentrée où il y avait 60 personnes et j'en suis sortie à 300. Chez Criteo, je suis rentrée juste post-IPO et sur le côté tech, on est monté de 150 à 750 en 4 ans. Et là, chez Back Market, je suis rentrée, on était un peu moins de 200 et aujourd'hui, on est 650. Voilà. Des phases de croissance hyper complémentaires. Exactement, et toujours dans la tech. Trop bien. Est-ce que Katharina, tu veux te présenter? Let's go. Alors, donc moi, je suis DRH chez Conductor depuis quelques mois seulement, depuis décembre. Donc, Conductor, aujourd'hui, on est 60 exactement. On a passé la barre des 60 il y a quelques jours. Et on était une trentaine à mon arrivée en décembre. Donc, on a doublé. Et avant Conductor, donc je dirais que sur ma quinzaine d'années d'expé, j'ai une bonne dizaine d'années quasiment sur des sujets de mobilité internationale. Donc chez HSBC, Ubisoft, Criteo aussi. J'ai aidé notamment les équipes d'Alban à recruter des internationaux, en tout cas à les intégrer avec les bons packages. Et donc aussi chez Alida, donc à Vancouver. Et CGI. Et donc, sur les 5 dernières années, je dirais que j'ai pris des postes donc, de management en HR, donc à Vancouver, chez Alida, sur un poste plutôt projet, rémunération et HR projet. Ensuite, chez Cybelle, j'ai scalé donc, la boîte de 50 à 150 en l'espace de 3 ans. Donc, Cybelle Angel, c'est la cybersécurité, avec une équipe de 4 people. Et aujourd'hui, donc, chez Conductor, on est 5 dans mon équipe pour 60 people. Voilà, donc forte croissance prévue avec potentiellement donc doubler, voire tripler sur les 12 prochains mois. Voilà. Et pourquoi les HR j'en sais rien. J'ai commencé par du droit et puis je me suis dit, soyons pragmatiques. C'est des sujets qui m'intéressaient et donc j'ai bifurqué en HR de façon, je dirais, opportuniste et depuis, je ne peux plus m'arrêter. Voilà. Trop bien, merci pour ta presse. Et Xavier, à ton tour? Oui, bonjour, je suis Xavier, donc DRH chez Critiseur depuis 1 an maintenant. J'ai les agents en février 2021. Avant ça, j'ai eu un parcours, en fait, j'ai fait plusieurs métiers. J'étais enseignant, j'ai enseigné le français et la philosophie au démarrage, avant de passer dans les ventes, patron de vente et de rejoindre la RH en 97 à Canal+. Voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer plusieurs milieux, d'exercer la RH en usine, chez Gene+, chez Photobox,
avec des problématiques syndicales parfois assez complexes. J'ai connu aussi le monde digital, chez Photobox aussi, chez Open Classrooms, et aujourd'hui chez Critizer. Et puis bon, là, j'ai vu mon grand âge, j'ai grandi en fait avec l'évolution du digital. J'ai commencé à bosser avec les pages jaunes, voilà. Et j'ai vu arriver le DOS, Windows, et puis Internet, et puis tout ça, voilà. Donc il a fallu grandir, et toutes les boîtes que j'ai rejoints avaient des challenges de digitalisation à chaque fois. Ça allait de Canal+, c'était le passage du numérique hertzien terrestre au digital satellitaire, donc avec de grands changements de fond, l'arrivée de Canal Satellite, de e-télévision. Donc voilà, à chaque fois, c'est le digital. J'ai été poursuivi par le digital tout au long de ma carrière, et ça m'amuse bien. Puis dans le domaine des RH, c'est plutôt sympa. Voilà, donc j'ai connu plusieurs milieux, l'usine, le digital, les journalistes, le cinéma. Voilà, donc des milieux assez divers et variés qui m'ont permis d'appréhender la fonction RH dans sa globalité. En termes d'équipe, j'ai actuellement 7 personnes dans mon équipe. Quand je suis arrivé il y a un an, il y avait 2 personnes, on est 7 aujourd'hui. Voilà, l'idée, c'est une équipe people plus que RH. C'est qu'on a regroupé dedans à la fois la fonction RH, la fonction IT, la fonction legal et la fonction facilities qui sont au service de tout le monde. Donc ça déborde un peu le cadre de la RH. Voilà, petite équipe. Sinon, j'ai eu des équipes plus grandes. Chez Dell, par exemple, j'avais 300 personnes dans les équipes RH IMIA, sur un périmètre de 16 000 salariés dans 50 pays en Europe, en Afrique et Moyen-Orient. Voilà, et aujourd'hui, j'ai une centaine de salariés chez Critizer répartis sur 4 pays, dont le Japon, qu'on vient d'ouvrir. Voilà, donc grosse internationalisation avec le Japon en ligne de mire. Trop bien, vous l'avez compris pour tous nos participants. Et on a choisi volontairement, comme à chaque fois pour ces Expert Insights, des personnes aux expertises super complémentaires. Vous avez un point commun, évidemment, la tech, les sujets orga. En revanche, vous avez tous des parcours super différents, des tailles de boîtes et des enjeux assez variés. Aujourd'hui, parmi les participants, il y a un maximum de boîtes B2B et B2C, et avec une phase, disons, à partir de 30 employés au global. Ça nous donne un peu un ordre d'idée, et on éclairera quand même, on ouvrira avec des sujets de boîtes plus structurés, notamment dans vos expériences précédentes, que ce soit chez Criteo ou chez Dell, par exemple. Peut-être avant de lancer officiellement l'Expert Insight, 2 mots sur ce qu'est un Expert Insight. Un Expert Insight, c'est une conversation. Donc, ce n'est pas de keynote. C'est vraiment l'occasion de choisir 3 experts qui ont des expériences différentes. Ils ne vont pas vous donner la vérité vraie sur comment on structure dans la tech une équipe, mais plutôt un point de vue. Moi, j'ai choisi cette thématique parce que dans mon quotidien, je discute avec beaucoup de DRH et beaucoup de CEO. Et avec le sujet des levées, l'accélération de la tech française, c'est vrai que la problématique de la structuration revient assez souvent. Et on en parlera aussi. C'est aussi un sujet pour les founders de façon globale. Et pour ceux qui n'ont pas encore découvert l'article d'Alban, c'est vrai que c'était aussi l'occasion. Alban a écrit il y a quelques années un article super sur la structuration des équipes qui m'avait pas mal intriguée. Donc, je suis ravie de l'avoir avec nous. Je vous remettrai le lien dans le chat. C'est l'occasion, il est juste là. Voilà, pour ceux qui veulent avoir quelques ordres d'idées sur des bonnes pratiques. Aujourd'hui, on prend généralement une vingtaine de questions. On ne fera pas le tour de tout le sujet. C'est vraiment 45 minutes qui vous sont dédiées. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Au lieu de poser vos questions dans le chat, je vous invite à les poser dans questions. Dans l'onglet questions, on peut faire des upvotes, on peut voter pour des questions, et je prendrai évidemment les questions qui ont le plus de votes. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de questions qui vont se croiser, et pour certaines, chacun des 3 répondront, d'autres, notamment vers la fin, on prendra plutôt une seule personne. Vu que la première question n'est pas là, j'en ai une pour vous. Peut-être commencer par Alban. Alban, côté Back Market, vous avez une super forte croissance. Tu rappelais tout à l'heure un peu les chiffres. À quel moment et comment tu as choisi ta méthode pour structurer les équipes? Pourquoi est-ce que tu t'es basé? Je me suis basée sur mon expérience déjà de mes précédentes expériences. Non, alors il y a quelques ratios un peu clés qui sont pas des chiffres qu'il faut suivre absolument, mais plutôt des guidelines. C'est surtout quand on va vers des founders ou des leaders pour leur demander des headcounts, c'est bien d'avoir ça en tête. Moi, ce que j'avais remarqué en faisant un peu un benchmark des
des startups et des scale-up, c'est que tu as à peu près entre 5 et 6% de ton effectif qui est consacré aux people. Et après, ce chiffre, il peut évoluer énormément selon, par exemple, le besoin que tu as en recrutement. Katharina aussi, on en parlait, mais moi, j'ai toujours ce ratio de se dire, un recruteur, il fait à peu près 20 recrutements tech versus 40 recrutements généralistes. Et bien sûr, ça se module en fonction de la seniorité des profils qu'on recherche, de l'internationalisation de ces profils, la complexité et tout. Côté HRBP, moi, j'ai en vue un peu à peu près un 100 salariés pour un HRBP. Mais tout dépend aussi, pareil, de la balance entre le run que doit faire le HRBP et le build, parce que est-ce que tu as tes process en place ou pas. Et après, bien sûr, une structure qui se différencie en fonction des expertises dont tu as besoin. Moi, je suis une grande adepte de l'expertise compensation et benefits. Et je pense que le plus tôt on s'y met, le mieux c'est, parce que plus on a une structure de compensation qui est claire, structurée, transparente et qu'on offre aux salariés, et plus ça facilite énormément, et dans les discussions des managers sur les salary increase, le job des recruteurs pour pouvoir faire des offres de salaire, et sur toute la complexité que va avoir une boîte en croissance, c'est-à-dire l'internationalisation, le nombre de personnes qui arrivent, les equity quand on veut en mettre. Donc, tout ça, ça permet d'avoir une structure plus saine. Et donc, je pense que ton ratio, il évolue très vite en fonction de ta croissance, puisque ta croissance évolue très vite, le nombre de salariés augmente rapidement. Et donc, il faut mieux y aller en frontal et en avance, et le plus en avance, le mieux c'est, pour ensuite que ta structure puisse se stabiliser et peut-être renforcer les personnes que tu as déjà actuellement pour pouvoir croître. Trop bien, donc un mix d'expérience, de ratio, pas mal d'anticipation. Ouais. Et Xavier, est-ce que tu as eu un peu les mêmes petites recettes côté Critiseur et tes boîtes d'avant? Je dirais le choix de recruter, de monter en puissance l'équipe RH, c'est fonction à la fois du projet, de la vision, de la roadmap, de la stratégie, qu'est-ce qu'on veut faire, quoi. Je dirais les priorités dans les start scale-up au démarrage, c'est plutôt le recrutement. Donc, il faut renforcer les équipes recrutement. Ça, c'est clair. Après, je dirais la priorité, elle est à définir en fonction de quand on recrute les gens aujourd'hui, qu'est-ce que veut un salarié aujourd'hui, quoi. Un salarié aujourd'hui, il va passer dans une boîte pendant 3-4 ans, il a envie de se développer et de prendre un job après dans la boîte ou ailleurs. Je dirais le niveau de fidélité aujourd'hui, il est plus faible parce qu'il y a un écosystème beaucoup plus large, il y a beaucoup de sollicitations. Donc, comment est-ce qu'on accompagne cette mobilité? Donc, je pense que sur le learning and development, la partie talent développement, je dirais il faut renforcer aussi assez rapidement. Après, il y a tout ce qui est, pour être tranquille, il faut avoir une bonne base opération. Donc, il faut avoir des bons systèmes d'information, il faut avoir quelqu'un de solide sur la partie reporting, contrat, etc. Voilà, donc après, les choix ils vont se faire en fonction des priorités. Après, passer sur la dimension HR Business Partner, je pense qu'il faut déjà être avancé dans les effectifs, dans la structuration de la boîte, parce que c'est toujours complexe de mettre en place une structure de HR Business Partner. Voilà, donc c'est plutôt au départ, vision, stratégie, qu'est-ce qu'on veut faire dans les 6 mois, dans l'année, dans les 3 ans, et en fonction de ça, comment est-ce qu'on staffe pour assurer les priorités. Ok, hyper clair. Katharina, tu as aussi eu un peu ce sujet, on confronte à la fois les priorités, on regarde son expé d'avant et on bench un peu. C'est ça, effectivement. Moi, je pense qu'on est un peu tous dans la même démarche, hein. On s'entraide parce qu'on a tous des problématiques différentes en fonction du stage de la boîte. Et donc, effectivement, ce que dit Alban marche pour certaines boîtes, ce que dit Xavier aussi pour d'autres types de boîtes. Et je pense que quand on est très early stage, qui est en fait un peu mon dada, finalement, avec Cybelle Angel, où j'ai rejoint la boîte à 50, et Conductor, où j'ai rejoint la boîte à 30, on se pose toujours un peu les mêmes questions. Et je dirais qu'il y a 3 fondamentaux que je résumerais. Le premier fondamental, c'est de se dire que déjà la fonction people a énormément évolué ces dernières années, et que dans la tech, dans les boîtes tech, en tout cas, c'est devenu vraiment stratégique. Donc, on se pose vraiment la question, on se pose les bonnes questions business, en tout cas, on les challenge, on s'assure qu'on adapte en fait notre stratégie people derrière. Et donc, c'est une fonction qui est devenue, c'est business partner, le nom veut tout dire. Et donc, ça, c'est un premier fondamental à avoir en tête quand on restructure l'équipe ou quand on la monte ou quand on l'update.
Deuxième chose, c'est customer centric, c'est exactement ce que disait Xavier, c'est-à-dire qu'on se demande en fait qu'est-ce qu'on veut faire dans cette roadmap people, quelles sont les priorités, est-ce qu'on a des sujets salaires, est-ce qu'on a des sujets equity, est-ce qu'on a des sujets développement, career path, etc. Donc tout ça, c'est des questions à se poser et pas de réponse en fait magique, tout dépend de la boîte. Donc avoir vraiment une vision customer centric, c'est le deuxième point. Et le troisième point, moi, qui est basé un peu sur une erreur que j'ai faite dans le passé, c'est overstaff. La team people, je ne sais pas si vous l'avez, je pense qu'on a tous ça en tête, on est tout le temps en train de courir. Pourquoi ? Parce qu'on essaie d'anticiper, mais il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Et donc, moi, je dirais que forcer l'anticipation, en fait, c'est overstaff un peu cette équipe, aussi bien sur la partie TA que sur la partie people. Quand je dis overstaff, ce n'est pas doubler et faire que la moitié de la journée, on n'a rien à faire. Hein. De toute façon, il y a toujours des choses à faire. Mais c'est prendre un temps d'avance. Et ça, moi, je ne l'ai pas fait dans une ancienne expé. Et aujourd'hui, je le fais et ça me change la vie. Donc, quand on est vraiment early stage avec une trentaine, cinquantaine et qu'on veut doubler, tripler, penser plus loin. Voilà, et ça, c'est assez classique de se dire on prend le ratio, puis on fait gaffe au budget parce que c'est important. On est people, donc on est aussi budget. Donc, on lead by the example et on optimise les coûts. Ben non, en fait, on overstaff. Et ça, c'est vraiment mon troisième point qui est fondamental. Donc, les fondateurs là qui sont présents, faut aligner les dollars parce que c'est une fonction qui est super importante et c'est ça qui va vous permettre de grandir et d'aller où vous voulez en termes de business. Et donc, ne pas jouer la carte cheap parce que s'il y a bien une fonction sur laquelle il faut mettre un peu plus d'investissement, c'est celle-là. Bon, je crois que le message est passé, trop cool. Et je vous propose de prendre les questions. On peut peut-être commencer par, comme on est sur les sujets de structure, il y a plusieurs questions concernant différents départements. Il y a notamment la question de Julie sur comment vous avez dans vos boîtes structuré le talent acquisition département. Est-ce qu'il y avait des internes, des RPO, des purs recruteurs? Ce que je propose, c'est de donner peut-être la vision dans votre boîte actuelle. Si ça te va, Julie. Yes. Je vais prendre la parole. Sur le talent acquisition, c'est l'air de la guerre. C'est l'air de la guerre dans les boîtes en croissance. Dans les boîtes tech encore plus parce que c'est une guerre de talent qui est de plus en plus internationale, même avec la crise du Covid. On voit même qu'il y a des boîtes qui qui recrutent en full remote, des boîtes américaines qui vont recruter des Français ou ce genre de choses. Donc, pour revenir à la question, pour moi, déjà, je trouve ça sain de séparer le recrutement du HRBP des autres rôles parce que sinon, en fait, on est tiraillé en tant qu'HR à faire deux choses en même temps. Donc, un TA n'est pas un HRBP. En plus, c'est pas les mêmes skills, c'est pas les mêmes compétences qu'on attend de ces personnes-là. Ensuite, moi, j'aime bien séparer la partie tech et non tech. Parce que, en fait, dans une boîte tech, ton recrutement tech, c'est ton essentiel. C'est ça qui va faire grossir. Et quand tu dis, j'ai recruté, 50 personnes en 3 mois, tu auras toujours tes founders qui disent, oui, mais il y a combien de tech là-dedans? Parce qu'en fait, si tu prends des gens qui vont faire de la stratégie, mais tu peux pas l'appliquer parce que t'as pas les personnes qui vont les faire, qui vont les appliquer. Du coup, ça sert à rien. Donc, et pour le recrutement tech, moi, j'aime bien avoir des recruteurs en interne parce que ils vendent quand même bien plus les projets, ils connaissent les techs, ils travaillent main dans la main. Moi, c'est ce que j'avais chez Criteo, c'est ce que j'ai chez Back Market. Ils sont assis avec eux, ils savent sur quel projet ils travaillent, ils savent ce que ça veut dire les technologies qu'on utilise. Et du coup, le message est plus fluide pour des gens qui sont approchés 5 fois par jour, 10 fois par jour. Donc, il faut arriver à avoir quelque chose d'essentiel, de différent et le messaging est quand même plus sympa quand tu as quelqu'un qui connaît la boîte et qui travaille avec les personnes directement. Sur les autres parties, sur la partie généraliste, moi, en fait, je le vois en fonction du volume que tu as recruté. Si tu as du volume qui nécessite une personne en fait à plein temps sur un an, autant le prendre en interne parce que tu capitalises sur cette personne qui va apprendre. Si tu as des besoins qui sont très spécifiques, très ponctuels, très compliqués, des recrutements de C-level, de leaders, de directeurs. Moi, j'aime bien passer vers des chasses parce que justement, ça défocus pas les recruteurs et souvent, les chasseurs de tête ont leur réseau et tu peux leur donner. Donc, il faut avoir les bons partenaires. Et après, sur des besoins sur une période de temps, mais tu te dis qu'à un moment, ça va stagner. Le RPO, c'est pas mal parce que tu as un recruteur en interne
qui est intégré à tes équipes, mais c'est une ressource qui est temporaire. RPO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un prestataire en recrutement, donc un recruteur que tu prends d'une boîte de recrutement, mais qui va travailler seulement pour toi à 100%. Moi, je suis plutôt fan des RPO versus aller prendre des recruteurs et leur filer un job et en fait, ils ont le même job pour 100 boîtes différentes et du coup, tu ne vas pas forcément passer en premier. Donc, juste pour avoir un ordre d'idée, tu as combien de talent acquisition? C'est la question. J'ai 25 personnes aujourd'hui dans mon équipe, ce qui est énorme. Et j'en ai 15, non, j'en ai même plus, j'en ai 15 qui sont en tech. Pur parce que comme je vous ai dit le ratio est quand même très différent et puis nous on recrute beaucoup de seniors. J'ai ensuite eu des personnes qui sont dédiées aux généralistes avec des profils qui sont plutôt dispatchés en termes de business ou en termes de country. Donc j'ai un recruteur aux US par exemple qui va gérer parce que j'ai un volume de recrutement aux US. J'ai un scope campus management puisqu'on recrute beaucoup de stagiaires chez nous et on en recrute par exemple 50 en 6 mois et il y a 20% de ces 50 là qu'on intègre ensuite en CDI. Donc, c'est une stratégie à part entière chez nous et donc on voulait avoir des gens spécifiques qui sont sur ce scope-là. Et ensuite, j'ai une personne qui s'occupe de la partie data, puisque chez moi, je suis une grande fan de data. J'ai fait mes études en maths à la base, donc j'ai quelqu'un qui va aller analyser notre funnel de recrutement, savoir où est-ce qu'on a des pain points et pouvoir aller voir ensuite les recruteurs en disant attention sur cette étape du process on a peut-être un problème ou alors je sais pas moi ton offer acceptance rate il n'est pas assez bon, du coup comment on fait pour former les recruteurs à bien closer les candidats ou voilà ce genre de choses et donc c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui va travailler sur de la data aussi. Et justement, il y a plusieurs questions. Tu as évoqué à la fois les volumes par sous-partie de tes équipes, mais la question de l'internalisation et externalisation, il y a plusieurs questions, notamment celle de Christophe de Doctolib, qui dit internationalisation versus externalisation des équipes. Quelle équipe, quel choix et à quel moment de croissance? Est-ce que vous arrivez à nous donner, bien sûr, ce n'est pas la vérité vraie, c'est un point de vue. Est-ce qu'il y a des timings qui soit font choisir l'internalisation ou l'externalisation et revoir, comme on se disait l'autre jour, Katharina, réinternaliser parfois une partie des équipes après avoir fait le choix de l'externalisation? Vous avez 4 heures. Ouais. Non, je veux bien répondre. Moi, je vais répondre. Non, mais je ne sais pas s'il y a des bons. Enfin, il n'y a pas de timing qui soit régulé par des lois précises. C'est fonction des plans de charge, principalement. On peut imaginer que tu fais une grosse levée avec un gros objectif de croissance à l'international ou de recrutement de sales. Tu vas prendre du RPO, tu vas monter en puissance des équipes recrutement sur des populations spécifiques pour pouvoir absorber en 6 mois le plan de charge, quoi. Donc, je dirais, il n'y a pas forcément de règles en la matière. Après, ce que je peux rajouter par rapport à ce que disait Alban, je suis tout à fait d'accord avec tout. Voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On est en phase, Alban, c'est merveilleux. Non, je disais, moi, ce que j'aime bien dans les profils de recruteurs, c'est prendre des profils un peu plus ouverts que le seul recrutement. Les purs recruteurs, c'est des vrais vendeurs, déjà d'une part. Donc, je pense qu'ils sont très proches du métier de la vente, puisqu'ils vont vendre l'entreprise. Mais ce que j'aime, moi, c'est avoir des personnes qui ont aussi d'autres compétences que le seul recrutement. Donc, j'aime bien des chasseurs, mais qui sont capables de gérer la mobilité en interne. Je pense que c'est important. Ça fait partie aussi du pool recrutement. Ils vont gérer aussi la marque employeur, tout ce qui est job fairs, participation, image, gestion des sites. Je pense que c'est quelque chose d'important, toute la partie communication et marque employeur. Et puis le onboarding. J'aime bien confier, moi, au recrutement, le onboarding, la gestion du onboarding, qu'ils aillent jusqu'au bout. Je dirais qu'ils ne soient pas juste je recrute, je te passe le bébé, mais qu'ils participent aussi à la vie, à l'intégration du salarié qu'ils ont recruté dans l'entreprise. Donc voilà, donc j'aime bien ces profils à la fois chasseurs, mix un peu créatif, communication, onboarding, accompagnement, people, orienté people. Voilà, c'est des profils que j'aime bien. Et j'évite au maximum le RPO. Voilà, c'est vraiment RPO, c'est en cas de bourre, je prends du RPO, mais pas autrement. Pour compléter le sujet, parce que je pense qu'on veut tous dire la même chose, mais peut-être sous un autre prisme. Pour la fonction talent acquisition, qui est vraiment, je dirais, le nerf de la guerre, en fait. C'est ça qui vous permet, vous, HR et fondateurs, d'aller plus loin et de faire grandir la boîte. Sur les deux aspects, donc split fonctionnel, comme disait Alban, vous aviez donc tech produit versus sales. Il y a une raison aussi pour laquelle on split, c'est que déjà, on ne recrute pas de la même façon des tech et produits que des sales. On n'a pas le même messaging.
Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes drivers de motivation. Donc, en fait, rien que ça, une fois qu'on reprend encore une fois l'idée de customer-centric, quand on reprend les drivers de motivation de ces types de profils, on justifie très bien le split de la fonction tech, recruteur versus go-to-market, sales, marketing, etc. Et après, il y a une deuxième question à se poser, c'est le split régional. À quel moment, en fait, on se pose la question de je prends mon tech produit global ou je crée justement des silos par pays, par région. Et ça, bon, moi, j'en suis pas là parce que j'ai plutôt été dans des early stages avec un max de croissance à 200 chez Cybelle Angel. Mais je dirais que si je me projette un peu sur les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, on finit par faire du régional à un certain stade de boîte. Pourquoi? Pour le recrutement, pour 3 raisons. On adresse un marché local. Donc, effectivement, c'est comme du sales, c'est du hunting de profils locaux. Donc, idéalement, avoir quelqu'un basé dans la région, au moins dans la zone East Coast, par exemple, pour New York, etc., pour ceux qui s'implantent aux US. Deuxième raison, la time zone. Le recrutement, on n'a pas le temps, en fait. Donc, on ne peut pas perdre 6 heures parce qu'on recrute à New York, de Paris. Ça peut marcher un temps, mais ça ne marchera pas longtemps. Et troisième raison, culture. En fait, on n'a pas la même façon d'approcher les candidats américains versus des candidats russes ou des candidats espagnols et portugais. Donc, tout ça, en fait, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'à un moment donné, on se pose la question du fonctionnel et du régional. Donc, l'un ou l'autre ou les deux, pour répondre au mieux, en fait, encore une fois, aux besoins donc, du client, qui est notre candidat, et du coup, votre besoin, vous, en tant que boîte, pour grandir. Dans ce sens-là, il y a une question de Henri qui travaille chez Avisio, qui est le patron d'Avisio, qui dit pour de nombreux métiers type sales market, on assume de plus en plus que la personne qui va assurer une phase de croissance spécifique, CEA, CRV, etc., ne sera pas forcément celle qui fera la suivante. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose pour les HR? Est-ce qu'on change par exemple de DRH à chaque levée? Est-ce qu'il y a des patterns qu'on peut retrouver? Chaque levée, j'espère pas, parce que j'en ai vécu 3 quand même. Mais c'est une super question et je pense que les RH n'évitent pas le cut. Nous, on le ressent dans les phases de croissance. Alors, je pense pas que ce soit une question de fundraising. Je pense que c'est une question de taille et de complexité du poste. Moi, quand je suis arrivée chez BM il y a 3 ans, comme je disais, on était 3, là, on est 40. Donc, mon poste a déjà changé intrinsèquement entre le moment où je suis arrivée et aujourd'hui. Et oui, nous, on en a des personnes qui avaient un scope. En fait, pour moi, je l'explique même dès le début à toutes les gens qui rejoignent mon équipe. Il y a un super article qui s'appelle Give Away Your Legos. N'hésitez pas à le rechercher sur Google, mais que j'aime beaucoup et qui explique en fait qu'à un moment au début, ton scope est très large horizontalement et qu'à un moment, il faut que tu arrives à donner un peu de l'ego à d'autres personnes pour pouvoir te concentrer sur la verticalité des choses. Et ça peut dire que on va peut-être mettre un moment un boss sur toi. Ça veut dire aussi que ton scope peut être divisé en 2, en 3, en 4. Tu peux changer aussi de scope complètement différent, puisque j'ai vu qu'il y avait des questions ensuite entre généralistes et spécialistes. Moi, je pense que oui, au début, tu travailles beaucoup sur plein de choses à l'horizontale et justement à un moment tu dois te spécialiser un peu plus. Typiquement, tu vois, il y a ça 2 ans, non, il y a même 1 an et demi, c'était les people partners chez nous, les HRBP comme on les appelle, qui géraient la partie learning et développement de leur scope et donc qui allaient chercher la partie les besoins de training, les besoins de coaching et tout ça. Et il y a 1 an et demi, on s'est dit en fait cette fonction-là, il faut qu'on la crée, il faut qu'on la sorte du scope de PP pour faire une fonction learning et développement à part entière. Et donc oui, en fait, il faut que les gens acceptent le changement quand ils se rendent dans une startup, dans une scale-up, et d'avoir aussi, et c'est pas facile parce que c'est une question d'ego, mais d'avoir à ce moment-là aussi de se dire est-ce que je suis pas trop juste aujourd'hui pour le scope et les challenges qui sont là et qui vont arriver. Nous, on en a plein et ce qui est bien, c'est que si c'est dans les valeurs et les principes de la boîte, nous, ça l'est, ça vient un peu naturellement des gens en train de se dire en fait là je suis dépassée, j'ai envie de me recentrer sur quelque chose et donc on adapte aussi en fonction de ça. Et de notre côté, ce qui est important par rapport à ça, c'est de savoir investir.
C'est-à-dire, c'est de prévoir le coup d'après. C'est-à-dire que quand on va recruter un VP ou un C-level, c'est de pas prendre le C-level VP pour la situation de la boîte aujourd'hui, mais le prendre parce qu'il va construire et être prêt pour dans 2 ans ou 3 ans. Donc, je pense il y a un investissement à faire autour de ça, parce qu'effectivement, si on recrute des gens pour la taille d'une boîte à un instant T, dès que la boîte va faire x2 ou x3, la personne va être dépassée parce qu'elle n'aura pas l'expérience. Donc, autant aller chercher quelqu'un qui a déjà connu le x3 et le prendre à x1, et il va construire pour x3. Il sera là un peu plus longtemps. Et pour compléter, je pense qu'on est un peu dans le même prisme. Pour compléter le pourquoi on spécialise aussi, le culturel. C'est-à-dire qu'en France, on a tendance en fait à vouloir un peu tout faire parce qu'on adore les scopes larges, l'aspect j'apprends beaucoup, etc. Tu vas au Canada ou aux US, tu montes ta petite filiale à New York ou tu montes quelque chose à Vancouver ou à Montréal, le couteau suisse, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce n'est pas dans l'habitude de ces pays-là d'avoir un 3 en 1 ou un 4 en 1. Donc, le généraliste, en fait, qu'on connaît nous bien en France et qu'on adore, parce qu'effectivement, il va faire tout, l'office, le recrutement, etc. Et donc, pour ton early stage setup, là-bas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les gens ne veulent pas, mais parce qu'ils ne le connaissent pas. Et aussi parce qu'ils ont besoin de structure. Il y a une deuxième raison, c'est la consistance globale. À un moment donné, comme disait Alban, ton learning and development, ton comp and ben, etc. Si chacun fait sa popote avec ses hiring managers, tu n'as pas de vision globale, tu n'arrives pas à l'avoir, ça prend du temps. Et donc, l'effet spécialisation a aussi pour but d'être construit globalement. Et troisième objectif, comme disait Xavier, c'est la stratégie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous des besoins différents. Certaines boîtes ont besoin d'aligner les ranges de salaire parce qu'il y a un sujet de compétitivité, d'autres plutôt sur le learning parce que c'est des populations qui veulent apprendre, etc. Donc cette idée de spécialisation, c'est aussi lié à ces 3 éléments qu'il faut remettre un peu en perspective avant de savoir à quel moment on le lance. Il y a plusieurs questions. Je vais faire un tir groupé entre 3 questions autour de la diversité et de l'inclusion. Et je synthétise, mais en gros, c'est à quel moment de croissance ou d'effectif à peu près il faut intégrer ce sujet de façon hyper active, voire l'incarner via une personne. Alors, il y a un truc qui me gêne toujours dans ce sujet, c'est qu'on se dit comment intégrer la question. Pour moi, ça doit être un non-sujet, quoi. Et tout le travail qu'on doit faire, c'est faire en sorte que ce soit un non-sujet pour tout le monde. Donc, il faut mesurer. Moi, je mesure effectivement les ratios hommes-femmes. Je fais attention à l'équité en termes de rémunération, en termes de citoyenneté. On est passé de 7% là, quand je suis arrivé de salariés non français à 25% aujourd'hui. Voilà, donc pour moi, c'est une démarche qui doit être naturelle, intégrée, et on ne se pose même plus la question. Donc là, pour moi, la réponse, c'est ne faut même pas se poser la question, il faut le faire, quoi. Et est-ce que le jour où on grossit beaucoup, on arrive à avoir des gens qui l'intègrent tous et qu'il ne faut pas un moment, peut-être, je ne sais pas, peut-être Alban, dans ton exemple, est-ce qu'il y a une personne chez Back Market, par exemple, qui est un peu garante de cette inclusion au global? Tout à fait, oui. Au début, c'était moi qui portais le sujet et justement, là, on a recruté quelqu'un depuis les 6 derniers mois qui travaille que sur ça. J'ai une réponse un peu différente que de Xavier. Pour moi, c'est en fait, si on se dit que ça vient naturellement, on va rien, on le laisse un peu, c'est un peu le parent pauvre. J'ai pas dit que ça devait venir naturellement, j'ai dit que ça devait être naturel. Ouais, mais en fait, ça l'est pas parce qu'on a tous des biais. Et donc pour moi, je pense que ça doit être un effort, et c'est un effort qui est continu et qui est endless en fait, qui n'en finit jamais. Et nous, ce qui a bien marché, c'est bon. Déjà, il faut avoir l'adhésion des founders et l'adhésion des leaders sur ce type sur ces sujets-là, parce que en fait, si on se met des objectifs mais qu'en fait personne ne les suit, ça sert à rien. Nous, on a mis des objectifs en fait chiffrés. Pour toute la boîte en disant voilà, c'est notre objectif. Après, ça fait partie, oui, de l'ADN de Back Market sur la diversité et l'inclusion, sur Build a One Loving Tribe, on l'appelle comme ça. Mais ouais, on s'est mis des objectifs vraiment spécifiques en se disant mais en fait non, on veut atteindre tant de pourcentage de femmes dans la tech, et après c'est comment on va y arriver à travers des partenariats, à travers des chats spécifiques, même des bonus qui sont
sont un petit peu plus élevées sur certains profils, de se dire sur ces profils-là, on veut vraiment se concentrer sur un profil qui est diversifié. C'est un sujet qui est encore très touchy en France. Enfin, bien sûr, il est touchy partout et tout le monde a un avis très affirmé sur ces choses-là. Il y en a qui vont crier à la discrimination positive si on fait trop d'efforts. Mais je pense que aujourd'hui, en fait, on se fait toquer par les salariés directement sur ce sujet et moi j'adore ça en fait, on se fait challenger en se disant attendez, vous avez vu la tête de votre comex, ça va pas du tout, et nous on est les premiers à dire oui, ça va pas du tout, et je pense que oui, on doit être dans l'effort continu de toujours remettre en question le statu quo, de se dire notre process, est-ce qu'il est fair, est-ce qu'il est inclusif, est-ce que dans les promotions on fait attention à cette partie-là, est-ce que on forme les managers au biais en termes de recrutement, en termes d'animation d'équipe, est-ce qu'on met l'espace, et de toujours demander régulièrement aux salariés comment ils se sentent, est-ce qu'ils se sentent bien, est-ce qu'ils se sentent écoutés, et de voir cette différenciation aussi au niveau justement des backgrounds, des cultures, du genre et toute cette partie. Mais je pense que ça devient tellement important dans la société qu'il ne faut pas que ce soit oublié en fait dans l'entreprise. Katharina, j'ai une question. Toi, tu es passée par le Canada. Est-ce que justement alors il y a 2 questions. Il y a un peu sur l'inclusion sur le Canada, mais il y a aussi plusieurs questions dans le chat sur comment on recrute à l'international. Est-ce qu'il y a des prios qui sont différentes? Alors, je ne vais pas parler de tous les pays, mais peut-être avec ton expé Canada. Oui, alors Canada, aussi bien Canada que US, je dirais les process de recrutement sont les mêmes, il faut que ce soit global, mais je dirais que la plus grande, la différence la plus frappante, c'est vraiment la façon de recruter. On n'a pas du tout le même messaging quand on s'adresse à un Canadien, un Américain versus quelqu'un qui est en France ou ailleurs. Donc, c'est pour ça que le fait d'avoir des ressources locales qui sont dédiées au recrutement dans ces pays-là, ça me semble vraiment fondamental. Tout comme, en fait, dans une organisation sales, en fait, ton closer, ton EI, si tu bases tous tes EI à Paris pour closer aux US, à un moment donné, ça va pas marcher. Alors, ça peut marcher un certain temps, mais c'est pas forcément du long run. Et maintenant, donc pour rebondir un peu sur le sujet de diversité qui est lié à cette première question de quelles sont les différences majeures entre North America et Europe, même si évidemment c'est très grossier et je ne fais pas de stéréotypes, c'est aussi dans la culture, en fait, dans les valeurs, un peu dans l'éducation, en fait, dans ces pays-là, l'immigration, tout ça, c'est des pays qui sont nés de l'immigration. Donc forcément, le sujet de diversité au sens ethnicité est un sujet ancré depuis le début. Et donc, c'est beaucoup plus simple, en fait, à amener, et c'est pour ça aussi que c'est un sujet beaucoup plus sensible, parce que on arrive, nous, boîte européenne, dans ces pays-là, on est un peu moins sensible peut-être à la cause, ou en tout cas, on l'applique moins dans nos process, et on le voit moins, du coup, dans nos résultats. Et donc, c'est ça qui crée un peu, parfois, un sujet de tension. Donc, effectivement, il faut aussi expliquer, je pense, le sujet de diversité par une différence culturelle qui est liée à l'histoire de ces pays-là. Et qu'en Europe, en fait, on court un peu encore après ce sujet, ou aux US, plus naturel de l'histoire de ces pays. Donc, sur le recrutement, effectivement, le sujet de diversité et inclusion, ce n'est pas vraiment un sujet. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas de biais, comme disait Alban, on en a tous, mais c'est beaucoup plus naturel, en fait, aux US-Canada de ne pas avoir ce biais, ou en Europe, c'est peut-être un processus un peu plus lent, ou en tout cas, comme disait Alban ou Xavier, il faut forcer un peu le naturel, quoi. C'est-à-dire qu'on veut en faire un résultat, mais en fait, nos différences culturelles font qu'il y a des choses à forcer davantage en fonction des pays dans lesquels tu te trouves. Hyper clair, merci pour ces insights. Et je vous propose pour les 10 dernières minutes de faire la mitraillette. C'est une personne, une question. Et c'est un peu pêle-mêle. Donc, ça regroupe, alors je vous dis déjà, là, pour les avoir lus, un mix entre de la strat, des outils de formation et même plus globalement des questions après plus précises sur les objectifs. Alors, c'est parti. On commence avec la première question qui est celle de Maëlle avec un point sur les CSE. Votre position expérience sur l'organisation à adopter sur l'expérience juridique sociale, juriste en interne, avocat externe, plateforme. Donc, internalisation, externalisation sur les sujets legal. Est-ce qu'il y en a un de vous qui s'y colle?
Je dirais que tout dépend du profil du DRH. Oui. Si on a un background, où on a une appétence pour les sujets compliance, pourquoi pas l'idée le CSE. À la fin, tout dépend vraiment des membres du CSE. Et quand on a un super CSE, moi j'ai eu un super CSE chez Cybelle, où vraiment on était alignés sur tout, parce que tout avait du sens. Et en fait, on redonnait du sens aux décisions. Et donc, une fois qu'on le fait, je pense qu'on n'a pas tant besoin d'aide juridique là-dessus, à part éventuellement pour setup. Et encore, il y a tellement de liens en ligne, cse.com, machin, qui existent, que je pense qu'on peut se débrouiller, peut-être avec un coup de pouce d'un lawyer. Mais je dirais qu'après, pour le drive lui-même du CSE, avec un bon partenariat avec les membres du CSE et surtout leur donner un max de vision de pourquoi on fait les choses, on arrive vraiment à des beaux résultats. Hyper clair. J'espère que ça répond bien, mais je suis sûre que oui. Il y a une question de Benjamin. Quelle stratégie approche adoptez-vous pour développer les profils d'individuels contributeurs en manager? L'exemple que je peux donner, c'est que nous on a un cycle de formation des managers. D'accord. Qui est en place. Et on a intégré dedans les contributeurs individuels qui ont le potentiel à devenir des managers. Il y a une discussion très, très transparente avec eux en leur disant, voilà, tu as du potentiel, on pense qu'on n'a pas de poste encore aujourd'hui, tu peux devenir manager à terme. Donc, voilà, participe à la formation, suis la formation qu'on a mise en place avec les managers pour te développer sur le sujet. C'est plutôt en amont, pas clair. La question de Camille. Alors, je pense qu'on y a un peu répondu, mais quels sont les steps pour structurer équipe HR entre profils généralistes? Oui, on y a pour le coup pas mal répondu, pardon. Je prends tout de suite la suivante. Alors ça, je pense que c'est bien qu'on vous bench. Il y en a un peu qui peut commencer, mais je veux bien avoir l'avis de vous trois. C'est la question de David. Quel outil utilisez-vous pour le pilotage du recrutement? Un petit moment benchmark. Nous, on utilise Lever, qui est un ATS global et qui fonctionne très bien, notamment sur la data. Tim Taylor qui a un fonctionnement plus en funnel que Lever. D'accord. qui est plus pour moi dans une dynamique sales que Lever, voilà. Qui est plus analytique. Donc ça correspond peut-être plus à ton profil, Alban. C'est ça. Alors, Katarina, pour ma part, en fait, Workable et Lever, c'est-à-dire Workable early stage, ça fait le job. Mais dès que tu passes la barre de plus de 30-50 recrutements dans l'année, Lever aussi. Après avoir fait un benchmark, Greenhouse, etc., c'est celui que j'ai choisi. Mais effectivement, il y en a plein qui se valent sur le marché aussi, qui sont tout aussi bons. Lever, le gros plus, c'est vraiment le reporting et la vision UX qui est vraiment très simple à digérer. On a pas mal de feedback aussi sur RCRM, Recruiting CRM, en interne. Super, merci pour ces insights. Une autre question, alors je pense HRBP, Myriam, ça on a un peu répondu déjà, c'est la relation que vous avez avec les hiring managers au quotidien en tant que représentant C-level des RH. Ah, en tant que représentant C-level ou en tant que recruteur? Non, je pense vous, en tant que DRH, votre relation avec les hiring managers au quotidien. Moi, j'ai une relation qui est plutôt avec les leaders, mais c'est parce qu'on est 650 et donc voilà. Mais pour surtout prioriser, parce qu'en fait, tout le monde veut tout le monde en même temps, au même moment. Et donc, quand tu fais des budgets pour l'année en disant, voilà, je vais vouloir, je sais pas, aux opérations, mon CEO qui va me dire, je veux 80 recrutements. Et je vais dire, ouais, mais en fait, on va pas te les trouver au 1er janvier, tes 80 recrutements. Donc, comment tu les dispatches? Et je pense que c'est un travail de dire au quotidien, en fait, on va gérer par priorité et il y a des remplacements qui vont arriver. Et en fait, moi, je le fais très régulièrement, tous les quarters et à mi-parcours de quarter, de revoir les priorités en disant, est-ce qu'on est toujours bon? Est-ce que tu veux changer? Est-ce qu'il y a une urgence qui s'est positionnée? Donc déjà, ouais, les priorités. Et le deuxième chose, c'est de les impliquer en fait dans le process, c'est-à-dire que le recrutement, c'est pas un job que du recruteur ou que de la TA, et c'est un job de tout le monde. Nous, par exemple, il y a 3 mois, on a mis en place notre final interview qui peut être fait par n'importe quel leader dans la boîte pour n'importe quel poste, et c'est super intéressant parce que déjà, ça nous a permis de poser ce qu'on veut assesser par rapport à nos valeurs, par rapport à nos principes et notre culture, de mettre les questions et les réponses associées. Et donc ça a été un travail qui a été fait avec pour les recruteurs, mais aussi pour les hiring managers et avec eux,
Et ensuite, de dire, en fait, quand tu recrutes chez Back Market, tu es responsable de recruter toutes les personnes qui nous rejoignent. Et donc, la responsabilité, elle est partagée. Mais pour ça, il faut beaucoup d'éducation, pareil, sur les interviews, comment faire passer des entretiens. Moi, quand je suis arrivée, il y avait encore des questions qui me rendaient folle avec décris-moi la couleur jaune ou ce genre de truc, ou combien il y a de balles de ping-pong que tu peux mettre dans un Airbus, qui sont très fun pour la personne qui les pose, mais qui sont horribles pour la personne qui les reçoit. Et donc, c'est de structurer vraiment ce process de recrutement en amont, pour que le hiring manager soit impliqué dès le début et que, en fait, ça en fasse un problème de tout le monde, un challenge de toute la boîte en entier. Et justement, dans ces relations que vous avez au global avec les managers, moi, je suis intéressée la relation spécifique avec les founders. Alors, Alban avec une boîte déjà très structurée, Xavier, cette phase de croissance, Katharina, pareil. C'est quoi votre relation au quotidien avec les fondateurs? On se parle au quotidien, on se parle tous les jours. On a des points réguliers. Toutes les semaines, on a un point. J'ai un point avec chacun de mes 2 cofondateurs. Et puis, dès que besoin, on se téléphone, on se Slack, on s'envoie un message. On est quasiment en relation quotidienne. Et c'est du conseil, je dirais. Alors, tout dépend du stage de la boîte aussi. Mais là, c'est aussi beaucoup de conseils sur l'expérience que j'ai, moi, et puis je pense que la vôtre, pareil. Essayer de les driver pour les aider à gagner du temps, en fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est essayer de ne pas éviter certaines boulettes qu'on fait un peu tous. Et donc, je dirais que moi, mon rôle clé, je dirais, par rapport à ma relation avec eux, c'est leur faire prendre de l'avance, quoi, avec une relation quotidienne, comme vous avez dit. Ouais, je pense qu'il y a la double casquette, c'est-à-dire la casquette, je gère mes HR, ma fonction RH, pour que ça, en fait, je vais le dire en anglais, c'est vrai, mais enable le business, en fait, ça aide le business et tout le COMEX en général et la boîte en général à aller de l'avant. Et de l'autre côté, il y a la casquette aussi de coach et de sponsor et de conseil sur des cas particuliers, des cas individuels. Donc, moi, je me considère comme le people partner de mes fondeurs, le people partner de mon COMEX, sur aussi de donner du feedback de mes équipes sur leurs équipes. Et en plus, moi, j'ai la chance d'avoir une entreprise où le talent, c'est au cœur de toute la stratégie. Et donc, typiquement, mes fondeurs, je les vois une fois par semaine en one-to-one chacun. Bon, j'en ai 3 aussi. Et en plus, le COMEX, on se voit une fois par semaine aussi, tous ensemble. 50% des sujets qu'on voit au COMEX, c'est des sujets people. Donc, il y a vraiment le RH, et pour moi, je trouve que ce shift-là, il est arrivé ces dernières années. Le RH est au cœur de la stratégie business. Très bien, et hyper clair, au cœur du réacteur. C'est cohérent aussi avec l'accélération de la tech. Il est 19, comme je vois qu'il y a encore plein de questions, c'est que les gens ont encore un tout petit peu de temps. Je vous prends une dernière minute. Il y a la question de Christophe. Alors, c'est une question très chiffre. Quels sont les 3 KPI principaux pour évaluer l'efficacité des équipes people? Si vous mettez en place le système d'OKR, peut-être 3 grosses mailles, sans être précis. Moi, je dirais le premier. Pardon, vas-y. On va prendre chacun. Je dirais, il y a le time to hire. Oui. Ça, c'est important. Il y a le NPS, le INPS, en fait, de satisfaction salariée, on va dire, qui peut se traiter de différentes manières. Voilà. Et il y a la diversité, les éléments de diversité sur les ratios hommes-femmes, citoyenneté, etc. Ouais, moi je trouve que c'est très difficile de se limiter à 3 KPI, mais ouais, en premier, je dirais l'INPS, enfin en tout cas l'employee satisfaction. Il y a plein d'outils de Pulse Survey qui sont hyper intéressants et je pense que c'est bien de prendre le pouls des équipes régulièrement pour savoir comment les gens se sentent. Et ensuite, il y en a plein. Il y a le driving de ton recrutement, mais il y a le driving en interne, tu vois, ton taux de rétention de tes talents. Pour moi, je pense que c'est hyper important de se dire, et pas la rétention au global, mais vraiment la rétention des gens que tu veux garder. Donc, nous, on fait très attention pour tous les départs, d'avoir un non-regretted versus regretted et de vraiment garder ce KPI en tête, puisque c'est celui-là qui est hyper important. Et après, peut-être aussi la satisfaction de mon équipe à moi. Moi, je pense que c'est aussi savoir s'ils se sentent efficaces, s'ils se sentent écoutés, s'ils ont l'impression qu'on va dans le bon sens.
tout ne se construit pas versus l'externe, mais aussi un petit peu en interne, je trouve. Ouais, surtout que tu as des grosses équipes et côté back market. Et toi, dans les KPI, c'est le ratio des ratings de performance. Alors, rating ou pas, peu importe si on a des chiffres, des lettres ou autre chose. Et c'est là que tu mesures aussi la façon dont tes managers pilotent la performance de leurs équipes. Parce que finalement, le pilotage de la performance d'équipe est l'ownership des managers. Mais nous, notre ownership, c'est de s'assurer que les managers savent faire. Et donc ça, c'est un KPI qui est assez important. Et tu vois, en fait, dans l'évolution d'une boîte, d'une startup, qu'au début, ton ratio, c'est 60% de top performers et le reste, ça va. Et en fait, plus tu grandis dans la boîte et plus tu te rends compte que ton ratio ressemble plus à une courbe de Gauss, même si on ne va pas dans le forçage. Mais et c'est là que tu comprends en fait que tu as bien fait ton job. Ouais. Hyper clair. Et ben écoutez, merci pour tous ces insights. On a répondu à une grosse partie des questions et je vois qu'il y en a encore, c'est bien. C'est que c'est un sujet qui a intéressé. Pour wrap up, moi je pense que vous avez des experts hyper complémentaires qui nous ont permis de voir qu'il y a quand même des passes communs, malgré les phases de croissance, malgré le fait que vous arriviez d'écosystèmes et de hyper différents, des positionnements de boîte aussi différents. À titre perso, je vais quand même bien creuser l'idée d'accompagnement de managers. Où je pense que vous avez un gros rôle à jouer, la place de la data aussi qu'on a parfois sous-estimé et le rôle de partenaire pour les founders. On avait d'ailleurs organisé il y a 2 mois un event sur la relation CEO-founder, DRH-founder, pardon. Donc, super intéressant. Merci pour tous vos insights. Pour info, dans le chat, ça commence à remercier. On a remis des sources. Il y a notamment Alban, l'article dont tu as parlé, Giveaway Your Legos. Et on a remis ton article également. N'hésitez pas à dropper vos sources, que ce soit des articles ou autres. C'est l'occasion de partager. Et pour information, on vous renverra le replay dans l'après-midi. Ah, bah voilà, le feedback arrive. Trop cool. Merci à tous les participants. Super question. Je pense qu'il y a parfois des questions plus difficiles que d'autres. Et surtout, merci à Alban, Xavier et Katharina. Et je vous laisse peut-être dire un dernier mot si vous avez une actu ou pas. C'est le moment de... C'est votre moment, moins RH. Pas d'actu, mais je dirais, on se revoit bientôt. Ah oui, carrément. Je pense qu'on aurait même pu faire durer l'event 2 heures. Il y aurait encore des questions. Ouais, non, pas d'actu aussi de mon côté, mais voilà, j'essaie d'écrire des articles un peu régulièrement, même si ça fait longtemps. Et comme on dit, le dit Katharina, on est toujours dépassé en HR, on a toujours trop de choses à faire, mais c'est hyper important, je pense, de partager. Il ne faut pas hésiter parce qu'on se sent parfois seul, surtout dans les petites boîtes où on doit tout construire de soi-même. Donc, il ne faut pas hésiter à aller partager avec les pairs, à aller discuter. Et c'est toujours hyper intéressant. Et en fait, on n'invente pas la roue. En fait, il y a plein de best practices partout. Donc n'hésitez pas. Trop bien. Et justement, dans ce sens-là, on a une 60aine d'RH dans le réseau Avision et mon métier au quotidien, c'est justement de faire des intros avec de la valeur, de fertiliser des process qui existent déjà, de partager l'information. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'intros pour manager un peu vos pratiques, que ce soit avec des RH ou avec d'autres types de métiers. Je sais qu'on fait beaucoup d'intros DRH, CFO, de boîtes et tailles complètement variées pour challenger un peu les process. Pareil avec des founders. Donc voilà, à dispo. Je vous remercie. Le prochain Expert Insight aura lieu le mois prochain. Après le product. Mais vous en saurez bientôt beaucoup plus. Donc, je vous remercie. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. À bientôt. Merci à tous pour votre participation. Bye bye. Bye bye.